ici à la siège de la délégation européenne. Merci surtout aux membres du gouvernement qui se sont déplacés, même avec toutes les difficultés du cas. Et bon, il y a des collègues de la presse qui ne sont pas encore là, mais malheureusement, je pense qu'avec toutes ces personnes ici, très occupées dans la salle, on ne peut pas attendre davantage. Donc, on est ici pour la signature d'un programme de coopération financé par l'Union européenne avec la République d'Haïti et le programme d'éducation pour vivre ensemble 2. Il faut dire que ce nom a été choisi avant que d'autres l'utilisent pour d'autres fins. Donc, quand j'ai vu que c'est une coalition, disons, de gens moins bien intentionnés utilisaient les mêmes noms en créole, je me suis dit, bon, c'est quand même dommage. Mais écoutez, ça c'est le programme d'éducation, c'est un programme qui a été négocié entre le gouvernement haïtien et l'Union européenne. Et donc je passe dans l'ordre protocolaire au propos de M. Charles Jean-Jacques, coordonnateur national du Fonds de développement européen en Haïti. S'il te plaît. Merci Stéphane. Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Monsieur le ministre de l'économie et des finances, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, distingués invités, chaque cadre du ministère des Finances avec nous, et le cadre aussi de la délégation présente avec nous, mesdames, messieurs, et les membres de la presse ici présents avec nous aussi. C'est avec une profonde gratitude que le gouvernement haïtien salue la signature du programme Éducation pour vivre ensemble 2. Une étape importante dans le partenariat solide qui unit Haïti à l'Union européenne dans le secteur de l'éducation. Ce programme inscrit dans l'initiative Team Europe dépasse le simple cadre d'un appui financier ou technique. Il témoigne d'un engagement partagé, celui de rebâtir la confiance, de favoriser l'inclusion et d'offrir un avenir meilleur à notre jeunesse à travers une école publique plus équitable, plus forte et plus proche des communautés. Nous remercions chaleureusement l'Union européenne et ses États membres, en particulier la France et l'Espagne, pour leur soutien durable à l'éducation en Haïti. La signature de cette deuxième phase confirme la confiance que vous placez dans notre vision d'une école inclusive, résiliente et enracinée dans les réalités locales. Ce programme arrive à un moment critique. Il vise à améliorer la qualité de l'enseignement fondamental dans le Nord-Est, à travers la formation continue des enseignants et du personnel éducatif, l'intégration du curriculum rénové dans les écoles ciblées, la construction d'infrastructures scolaires durables, notamment en zones rurales et frontalières, souvent touchées par les déplacements de population. Nous saluons aussi les efforts faits pour intégrer des matériaux recyclés dans la construction des écoles. C'est un geste extrêmement important pour notre environnement. Ce programme s'inscrit dans la continuité de plusieurs actions déjà engagées. La reconstruction des écoles touchées par le séisme de 2021, avec 7 écoles complètes, dont des salles de classe pour le préscolaire et pour l'éducation fondamentale dans le sud de la Grande-Anse. Le renforcement de la gouvernance éducative dans le Nord-Est pour appuyer les structures locales de la gestion du système. La création d'un centre de formation technique et professionnelle à Ouanamet pour relier la formation des jeunes aux besoins économiques du corridor Nord. Chers partenaires, cette initiative est en parfaite cohérence avec les grandes orientations nationales, le plan national d'éducation, la réforme curriculaire et la politique nationale de formation des enseignants. Cet alignement est essentiel pour assurer la cohérence et la durabilité de nos actions. Au nom du gouvernement haïtien, je renouvelle notre engagement à poursuivre cette coopération dans un esprit de partenariat, de transparence et de responsabilité partagée. Et à ce stade, je voudrais prendre le temps pour remercier spécialement l'ambassadeur de l'Union européenne, Stéphane Gâteau, qui est au terme de sa mission avec nous en Haïti, et je pense que c'est sa dernière sortie médiatique dans le cadre de la coopération, pour son leadership, son savoir-faire, sa détermination, que malgré les écueils de la sécurité et le déplacement en urgence par 2 fois du personnel de la délégation, à aucun moment nous avons eu une interruption au niveau de cette coopération. Les résultats sont là, que ce soit au niveau des infrastructures, ce matin au niveau de l'éducation, de la sécurité alimentaire que nous avons lancé la phase 2, il est de ça 3 mois,
et aussi de programmes urbains que nous avons dans le sud, de la réforme de l'État et de l'appui budgétaire, et j'en passe. Stéphano, au nom du Bureau de l'Ordonnateur national, en mon nom propre, au nom du gouvernement, que je suis sûr que mes collègues partageront avec moi, un merci spécial et des vœux de prospérité au point de vue personnel et professionnel sur ton parcours au-delà de ta mission en Haïti. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances de la République d'Haïti. Excellence, Monsieur Stefano Gatto, ambassadeur et chef de délégation de l'Union européenne. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances. Et Monsieur Charles Jean-Jacques, ordonnateur national du Fonds européen de développement. Madame Vanette Vincent, du ministère de l'Économie et des Finances. Cadre de l'Union européenne, chers amis de la presse parlée, télévisée, écrite et en ligne, mesdames et messieurs. Et je suis particulièrement honoré de me retrouver parmi vous ce matin pour, en votre compagnie, procéder à la signature de la convention de financement inaugurant une aventure collective porteuse d'espérance, porteuse du vivre ensemble, qui demeure un gros défi pour Haïti. L'ambassadeur Gatto l'a évoqué, l'usage qui est fait aujourd'hui de l'expression et du concept vivre ensemble est galvaudé, mais donnons quand même au concept son sens et sa signification. Parce que de toute façon, il nous faut vivre ensemble. Et par cet acte d'engagement, je m'associe à une aspiration de la société haïtienne consistant à créer des espaces où nous pouvons, ensemble, peu importe nos croyances religieuses, nos convictions politiques, nos origines sociales, nos parcours dans la vie, interagir, partager, grandir. Oui, grandir ensemble et renforcer ensemble les liens qui nous unissent et qui expriment à travers le temps notre humanité et notre haïtianité. Je vais vous dire que l'événement de ce matin est significatif pour moi. Et car signer aujourd'hui une convention de financement ne porte pas seulement un engagement financier, mais traduit aussi et surtout une nette volonté de renforcer, de consolider nos capacités à ensemble poser nos problèmes, agir ensemble sur nos différends et ensemble trouver les voies et moyens du vivre ensemble, du progrès commun au travers de l'éducation. Tous les pays de la région qui ont su faire un bond en avant, ils l'ont fait à partir de l'éducation, qui est un bien commun, une richesse collective qu'il nous faut partager. En ce sens, seul, il aurait été sans doute plus difficile. Mais grâce à vous, grâce aux citoyens et citoyennes vivant au sein de l'Union européenne, et grâce à votre soutien personnel, qui est un acte de foi dans nos capacités, nous allons pouvoir faire plus, faire mieux, créer, développer des initiatives éducatives porteuses de compréhension mutuelle, de tolérance et de dialogue. Permettez-moi également de porter à votre aimable attention que l'école haïtienne est à la croisée des chemins. La crise qui secoue la société haïtienne est aussi celle de l'école. Il y a une remise en cause de l'école traditionnelle avec ses approches pédagogiques, son système d'évaluation. Donc, la jeunesse haïtienne a besoin d'une autre école, porteuse d'espérance, où tous les enfants du pays, qu'ils soient du monde rural ou du monde urbain, qu'ils soient issus de milieux aisés ou milieux populaires, qu'ils puissent retrouver au sein de l'école un chemin, comment dirais-je, un oxygène leur permettant de réussir leurs rêves dans la vie. Au nom du gouvernement de la République, au nom du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement, au nom de tous les employés du ministère en mon nom propre, je vous remercie, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, pour cette convention. Et à travers vous, je transmets les remerciements à tous les citoyens et citoyennes de l'Union européenne.
Donc, je vais rapidement répéter les principaux domaines d'action dans lesquels nous sommes actifs, mais je reprends la réflexion sur le vivre ensemble que vous avez fait. En fait, ça peut paraître paradoxal qu'un groupe de bandits présentent leur activité comme pour vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, en fait, comme vous le dites, ça reflète quand même qu'il y a un problème de fond dans ce pays, qu'eux-mêmes, de la mauvaise manière, essayent de régler. Et eux-mêmes, dans leur vision, ils utilisent quand même une formule. Donc, une formule qui est inévitable. Ce pays ne pourra que trouver sa viabilité en vivant ensemble. Ce qui n'est pas toujours facile. Dans les moments de crise, ce n'est pas toujours le moment où la sagesse d'être tous ensemble prévaut. Très souvent, c'est plutôt le contraire. Alors, dans ce cas de moi, il y a une chose que j'ai compris d'Haïti en 3 ans. Bon, je pense que j'ai compris 2 ou 3 choses d'Haïti. L'une est la ténacité, la force des Haïtiens. Quand je parle d'Haïti à l'étranger, je dois dire que je dois expliquer qu'en fait, les Haïtiens n'ont rien à voir avec l'image, avec cette image que les médias véhiculent, des gens violents, des gens... Ah oui, il y a une minorité d'Haïtiens, effectivement, qui ont cette violence dans leur veine à cause des questions historiques, sociales et tout ça. La plupart des Haïtiens ne sont pas du tout comme ça. Et la deuxième chose que j'ai compris, c'est que les Haïtiens donnent beaucoup d'importance à l'éducation. Je le dis parce que votre prédécesseur, c'est un des premiers ministres que j'ai rencontré, c'était dans la phase de préparation des études. Et c'était l'époque de mon arrivée, donc septembre 22, et justement à l'époque, il y avait les problèmes, comme toujours, de la rentrée. Les difficiles de rentrée scolaire en Haïti. À ce moment-là, si vous vous souvenez, il y avait même une certaine tendance des gangs à attaquer les écoles. Et on ne comprenait pas vraiment pourquoi attaquer les écoles. Après, moi, je crois avoir compris qu'en fait, ils attaquaient l'école, pas pour endommager les écoles, mais tout simplement parce que les écoles, c'est des endroits où ils pouvaient se réfugier, ils pouvaient être à l'abri. Il y avait de l'eau courante, de l'eau qui coule, hein, et il y avait de capacité de cuisiner quelque chose dans les cantines, dans les cuisines. Donc, c'est quand même des réalités que vous ne comprenez pas au début. Donc, après, une image qui m'a accompagné pendant 3 ans, c'est l'image de ces magnifiques garçons haïtiens, garçons et filles haïtiens habillés impeccablement et qui vont tous les jours à l'école, malgré les difficultés, malgré les faits qu'ils ne savent pas s'ils pourront arriver jusque-là. Ils vont de la main de leurs parents ou sinon les frères et sœurs qui vont là. C'est impressionnant quand même. Moi, j'ai vécu dans plusieurs pays en développement et je n'avais jamais vécu un tel sérieux, un tel attachement à la dimension de l'éducation. Et votre prédécesseur me disait, vous savez, pour les familles haïtiennes, l'éducation est la première priorité, c'est la première chose. Et ça, les uniformes propres et impeccables que tous les enfants amènent, malgré le fait que les alentours ne sont pas toujours très propres, démontre effectivement ce sérieux et cette importance qu'on accorde socialement et dans la famille, dans l'éducation. Or, évidemment, il faut donner à ces enfants des perspectives. Moi, j'éclaire une chose qui m'a frappé au cours de ces 3 ans en Haïti, et que malgré toutes les difficultés de cette société, malgré les difficultés de la politique et tout, la jeunesse, elle demeure très intelligente, très préparée. Et très ambitieuse, même si consciente des difficultés de changer. Donc je vous remercie beaucoup de l'attention et de la collaboration et je vais beaucoup regretter Haïti, chose que les gens ne me croient pas quand je le dis. Je vais oui, je vais regretter beaucoup Haïti, parce que quand même il y a des gens exceptionnels, vous allez les souligner. Je vais revenir, oui. Et bonjour à tout le monde et monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, monsieur l'ordonnateur national, et monsieur l'ambassadeur, et chers amis et du ministère de l'économie et des finances et de l'Union européenne. Bon, c'est un plaisir pour moi et une deuxième fois de prendre la parole dans le cadre de la signature d'une convention. Dernièrement, nous étions ensemble pour un appui à la douane. Et aujourd'hui, c'est dans le domaine de l'éducation.
comme c'est relaté ici, et la famille haïtienne accorde une importance capitale à l'éducation. Mais malgré tout, il faut signaler que l'éducation, c'est supporté totalement par la famille haïtienne. Et c'est une charge trop lourde pour la famille que nous, du gouvernement, de l'État, on doit chercher à alléger. Et notre constitution déclare que l'éducation est gratuite. Nous devrions tout mettre en œuvre pour que tous les enfants, qu'elles soient issus des classes favorisées ou défavorisées, aient un accès au moins les classes fondamentales. C'est un défi, c'est un combat, parce que l'éducation dans le revenu de la famille, l'éducation, les coûts de l'éducation représentent près de 40%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça empêche l'émergence d'une classe moyenne. Mais ça empêche que les familles consacrent ces ressources à financer d'autres types d'activités. Et oui, nous devons travailler à une éducation de qualité, à faciliter l'accès de l'éducation à tous les enfants, mais au moins pour les classes fondamentales, l'État doit tout financer, doit et tout mettre en œuvre. Et je pense que la majorité d'entre nous qui sont ici sont issus des classes défavorisées. C'est grâce à l'éducation que nous sommes parvenus à ce stade, et nous allons continuer à se battre pour mettre beaucoup plus de ressources dans le système de l'éducation et pour ouvrir des portes à nos jeunes, qui est l'une de nos principales ressources. Donc, nous savons que l'éducation confronte pas mal de problèmes. Les écoles sont vandalisées, sont occupées par les gangs. Il y a beaucoup d'enfants qui sont déplacés. Et il y a des charges que les parents doivent prendre en compte. Et les classes physiques ne sont pas organisées, mais les classes sont organisées de façon virtuelle. Malgré tout, nos entreprises de télécommunication n'offrent pas encore un tarif privilégié aux enfants qui assistent les cours par WhatsApp et de façon virtuelle. Et nous savons que l'Union européenne a un financement et une coopération très active. Cette année, on a un portefeuille de 100 millions d'euros et qui est alloué dans différents secteurs. Mais ce qui nous préoccupe, pourquoi nous sommes ici actuellement, c'est le programme de vivre ensemble. L'éducation, l'école doit être l'espace qui permet, pas seulement de savoir compter et lire, mais l'école doit nous aider à négocier, à coopérer et à vivre ensemble pour pouvoir avancer. Donc, c'est un programme qui va être exécuté dans le nord-est. C'est un programme d'un coût de 8 millions d'euros qui va être exécuté par des partenaires. Quel en est l'objectif? C'est d'abord réhabiliter et construire des écoles résilientes. Ensuite, renforcer les directions départementales. Nous, au niveau du ministère, et le ministre de l'Éducation nationale nous soutient beaucoup, nous parlons de départementalisation des dépenses. Pourquoi un professeur qui se trouve dans le nord-est doit obliger de rentrer ou bien attendre son chèque, alors qu'au niveau départemental, on a presque toutes les structures. On travaille à ce que les ressources allouées au ministère de l'Éducation nationale, à la police et autres, elles soient clairement réparties par département et dans le budget. Donc, il faut arriver à renforcer les capacités des directions départementales
à mettre en œuvre un programme de formation pour les enseignants et éducateurs. Si on parle de vivre ensemble, il faut que ces enseignants aient des outils pédagogiques pour pouvoir enseigner tout ça aux enfants. Et enfin, c'est la réhabilitation des infrastructures scolaires. On sait qu'il y a des écoles qui sont en mauvais état. Il y a même des sections communales qui n'ont même pas une école. Et tout ça, à travers ce programme, on va essayer de combler ce vide, de financer ces genres d'activités. En gros, l'objectif est de pouvoir scolariser plus de 40 000 enfants et aussi de former plus de 3 000 enseignants, et comme ça, beaucoup plus de jeunes vont être prêts à intégrer le marché du travail. On sait que le corridor du Nord concentre beaucoup d'entreprises. Il y a Ecodévie qui embauche plus de 15 000 ouvriers. Il y a le parc industriel de Caracol. Il y a d'autres entreprises agro-industrielles qui cherchent à se développer dans le corridor nord. C'est pourquoi on sait qu'on doit mettre tout en œuvre pour arriver à former ces jeunes. Et encore une fois, félicitations et du succès dans vos prochaines activités. Merci beaucoup. Donc, voilà, je pense que alors c'est nous deux que nous devons signer. Bon, on a un seul dossier, donc. Non, on a déjà. Le ministre ne va pas signer, on va donner l'argent au ministre. Il est témoin. Vous êtes témoin. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.